Je m'appelle Elsa Pépin. J'ai le bonheur aujourd'hui de m'entretenir avec l'écrivain et journaliste algérien Kamel Daoud. Bonjour, Kamel Daoud. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous rejoint depuis Oran, en Algérie. Je rappelle que cette rencontre a lieu dans le cadre du Festival littéraire international Métropolis Bleue de Montréal, édition Printemps 2022. Il sera question donc de la collaboration de Kamel Daoud avec le photographe Raymond Depardon pour un livre qui vient de paraître, Son œil dans ma main, Algérie 1961-2019, paru aux éditions Barzac en Algérie et aux éditions françaises Images Plurielles, qui est paru à l'occasion de l'exposition qui a le même nom à l'Institut du monde arabe de Paris qui se poursuit jusqu'en juillet 2022. Il sera aussi question de l'ensemble des livres et des écrits journalistiques de Kamel Daoud. Avant toute chose, je vous présente rapidement, petite note biographique pour situer nos auditeurs. Vous êtes né en 1970 à Mostaganem, en Algérie. Vous êtes écrivain, journaliste, chroniqueur. En 1994, vous êtes rentré au Quotidien d'Oran. Vous êtes devenu rédacteur en chef pendant 8 ans du journal. À partir de 1997, vous avez tenu une chronique quotidienne qui s'intitulait Raïna Raïkoum, qui est pendant près de 20 ans, c'est ça, cette chronique? Oui, et qui est devenue la chronique quotidienne la plus lue en Algérie, quand même. C'est un exploit. Et vous collaborez aujourd'hui avec l'hebdomadaire Le Point et vous écrivez également régulièrement pour des médias internationaux, le New York Times, Financial Times, La Repubblica. Vous êtes aussi l'auteur de plusieurs ouvrages à succès. Donc, votre premier roman, Meursault contre enquête, paru en 2013 aux éditions Barzac et chez Actes Sud, qui a été traduit en plus de 35 langues. Je crois qu'il y a une pièce de théâtre et un film aussi qui doit être adapté du livre. Et qui a remporté le prix Goncourt du premier roman. Mais vous avez aussi fait paraître, et on pourra en discuter plus tard, en 2017, Mes indépendances, chroniques 2010 à 2016. C'est un recueil des chroniques que vous avez tenues justement dans le Quotidien d'Oran, paru chez Barzac et Actes Sud en 2017, qui a reçu le prix Livre et droits de l'homme 2017. Un très beau roman aussi, paru la même année, Zabor ou les psaumes, paru chez Barzac et Actes Sud, qui a reçu le prix Méditerranée. Aussi, à l'automne 2017, vous avez passé une nuit dans le musée Picasso à Paris, alors qu'était présentée l'exposition Paris 1932, année érotique. Et vous en avez tiré un court récit, Le peintre dévorant la femme, paru chez Stock et Barzac en 2018, où vous méditez sur la représentation du corps, du nu, de l'amour et de la liberté également. Je rappelle aussi qu'en février 2019, vous inaugurez la chaire d'écrivain en résidence de Sciences Po à Paris et vous allez animer pendant un semestre un séminaire d'expression créative. Et vous êtes aussi le lauréat du prix mondial Chino del Duca, qui récompense les artistes dont l'œuvre constitue un message d'humanisme moderne. Et en 2021, vous recevez le prix international de la laïcité. Voilà pour la présentation. Avant de débuter l'entretien, je veux juste rappeler que tous les ouvrages dont il est question sont disponibles chez votre libraire, mais également à la librairie Gallimard, qui est la partenaire du festival, ou sur le portail leslibraires.ca. Donc, venons-en à cet ouvrage qui vient de paraître, que vous avez fait avec le grand photographe-reporter Raymond Depardon, donc, qui a été envoyé en Algérie en 1961. Donc, le livre, c'est Son œil dans ma main, Algérie 1961-2019, coédité par la maison algérienne Barzac et l'éditeur français Images Plurielles. Et ce beau livre fait entrer en résonance donc, les photographies algériennes de 1961 qu'a pris Depardon, mais aussi celles des déambulations de 2019 parce qu'il est retourné dans les rues d'Alger et d'Oran avec vos textes. L'ouvrage paraît en 2022, qui est l'année du 60e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie. Est-ce que c'était pour marquer cet anniversaire que l'idée du livre a germé? Pas exactement. Le livre, il est né d'une rencontre d'abord humaine, personnelle, entre un photographe, entre ma personne et un photographe que j'admire beaucoup, Raymond Depardon, qu'on ne présente pas. Et je ne pense pas qu'au début, on avait cette idée de faire coïncider l'apparition de l'ouvrage avec le 60e anniversaire des accords d'Évian. Je crois que c'est une opportunité, une occasion qui a été envisagée par la suite.
Au début, c'était juste une rencontre humaine, amicale, des photos, des échanges sur des textes, etc. Mais ce travail de construction autour du calendrier, je pense qu'il a été d'abord pensé et surtout pensé par les éditeurs, par les exposants à l'Institut du monde arabe. Ouais. Euh, donc, le livre réunit des photos quand même de deux époques à 60 ans d'écart. Qu'est-ce qui, pour vous, en regardant ces photos, pour vous, vous marque? Qu'est-ce qui a le plus changé ou pas changé depuis 60 ans en Algérie? Énormément de choses ont changé. Et d'abord, le regard que nous avons sur nous-mêmes et sur le passé. Euh, pour être sincère, au début, je n'étais pas très convaincu par cette relation parce que depuis des années, je refuse généralement d'être sollicité comme une sorte de décolonisé permanence par rapport à l'histoire, par rapport à la culpabilité coloniale, etc. J'essaie de nourrir une réflexion un peu plus autonome, un peu plus indépendante par rapport aux orthodoxies du décolonial en Algérie. Donc au début, je me suis dit, avec un passé pareil, avec un homme qui a été d'abord témoin d'une époque, je n'avais pas envie d'être sollicité sur ça. J'éprouve presque une allergie à chaque fois que les médias internationaux, anglo-saxons notamment, m'appellent, dès qu'il y a une déclaration de Macron sur le président français sur l'histoire algérienne. Donc, tout de suite, on nous appelle et j'ai l'impression qu'on nous congèle, qu'on nous enferme dans un rôle qui n'est pas le nôtre. Moi, je suis un enfant des indépendances, pas des colonisations ni des décolonisations. Par la suite, j'ai compris que vraiment, ce qu'il voulait, d'abord, c'était un geste de générosité, mais un geste qui avait sa symbolique pour lui, comme il me l'a expliqué. Il voulait redonner à l'Algérie ces photos qui, disait-il, et il le dit toujours, appartiennent à l'histoire algérienne. Mm-hmm. Parce qu'il a été témoin, parce qu'il a photographié d'abord les événements de 61, les accords d'Évian qui sont décisifs, enfin, qui font partie, c'est l'épisode majeur de la décolonisation. Et ensuite, il ne voulait pas un écrivain ou un commentateur de photos. Il ne voulait pas des textes commentaires ou des textes d'histoire. Il voulait avoir un regard sur un regard, une sorte de regard posé sur l'histoire, quelqu'un d'indépendant. Et Raymond l'est beaucoup. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à essayer de réfléchir à des textes qui seraient des textes qui peut-être poussent le spectateur à faire des va-et-vient plutôt que des textes de commentaires ou de légendes sur des photos. Donc, c'était à peu près ça. Maintenant, pour l'Algérie, ce que ces photos m'ont apporté personnellement, c'est d'abord, elles me restituent la complexité de ce passé-là. Je suis l'enfant des décolonisations, et donc ce qui m'a été enseigné à l'école comme par les institutions, c'est une histoire très manichéenne. Il y a les bons, il y a les mauvais. Les mauvais, ce sont les Français, la colonisation. Les bons, ce sont les libérateurs du pays. Mais tout ce qui faisait la déchirure, la blessure, le déchirement de cette époque-là, la complexité humaine, le départ de Français et Algériens qui étaient là depuis un siècle et demi, sinon plus. Donc tout cela a été évacué et que je retrouvais d'un coup dans cette iconographie très personnelle de Raymond Depardon. Donc il y a ça. Alors c'est assez étonnant. Vous me posez la question sur ce qui a changé. Ce qui a changé, c'est qu'on est passé d'une histoire complexe à un récit d'histoire très simplifié, trop simplifié, et qui aujourd'hui n'aide pas à comprendre ce qui s'est passé. Oui, intéressant, oui. C'est intéressant aussi que vous dites que vos photos sont assez autonomes des textes. Vous avez, il y a des méditations, il y a des petits textes très courts, il y a des fois des fulgurances poétiques. Je vais en lire un ou deux juste pour donner une idée. Il y a des choses très belles comme vous écrivez « Les arbres sont aveugles de naissance. Ils vont vers le soleil en de patients tâtonnements. Ils se tournent sur les bruits des pas. Ils peuvent distinguer les désœuvrés et les solitaires. Près du marché Michelet, les arbres ont des véritables noms cachés dans les archives de la mairie. Je me les imagine. » Vous écrivez aussi « La guerre commence comme l'amour, palpation du corps, fouille, méfiance, tension, barricade, défilé, cri. Tout s'arrête avec les premières pierres, les premières armes. » J'aurais envie de savoir comment comment vous passez de l'image au mot, comment vous passez, pour reprendre l'expression, de l'œil de pardon à votre main, comment l'image devient un texte, comment est-ce que vous composez ces textes? D'abord, ce sont des textes d'émotion. Comme je le disais, ce ne sont pas des textes d'histoire, mais de regard sur une période et sur une histoire. Et la deuxième des choses, croyez-moi que c'était un exercice difficile, contrairement à ce qu'on croit. Alors, quand je dis ça pour un Algérien, il comprend tout de suite parce que nous sommes enfants des mêmes conditionnements.
c'est-à-dire lorsqu'on nous montre des images de la décolonisation ou de la période coloniale, nous sommes presque habités par un discours officiel que nous avons répété depuis l'école, depuis l'enfance. Il est très difficile d'avoir un regard indépendant, un regard libre, un regard d'écrivain, un regard subjectif sur cette période-là. Vous imaginez, nous répétons les mêmes phrases depuis 40 ans, pour moi, depuis l'école, depuis que j'avais 5 ans. Donc, quand vous arrivez là, vous n'êtes plus apte à exprimer une sensibilité propre. Vous êtes dans la reproduction du discours politique ou du discours national officiel. Et ce que je voulais, c'est justement me libérer de ce regard conditionnel. Et là où beaucoup voient de la poésie qui peut être appréciée ou pas, pour moi, pour les Algériens ici, pour ceux qui connaissent cette histoire, c'est véritablement un exercice de libération. Vraiment quelque chose qui paraît simple, qui paraît ludique, mais qui pour nous est très importante. On n'est pas autorisé à commenter l'histoire par notre sensibilité, mais seulement par notre conditionnement. Et les sensibilités et le conditionnement ne sont pas dictés uniquement par le régime politique, mais aussi par le regard des autres. Quand nous sommes interrogés, quand vous êtes écrivain ou journaliste connu, vous êtes interrogé dans le monde, vous êtes interrogé comme si vous avez tout juste fini de faire la guerre, de déposer les armes juste là. On ne nous considère pas comme des enfants de l'indépendance. On nous considère comme des décolonisés permanents dans une histoire figée sur laquelle on est convoqué pour témoigner. Et dans ces textes-là, je voulais juste témoigner d'une sensibilité libre, indépendante et qui n'est pas enfermée dans le casting académique ou d'historien ou de décoloniaux ou de la culpabilité ou de la culpabilisation. Ouais, c'est intéressant. Vous dites à un moment donné que ces images vous effacent. Donc, c'est une façon d'apparaître que d'être dans votre imaginaire, dans quelque chose qui est tout à fait personnel, en fait, et pas du tout lié à un discours officiel. Exactement, et c'est tout le drame. Est-ce que le personnel est permis dans les pays décolonisés? Dans des pays où l'histoire est collective, où l'histoire elle est contrôlée, où le récit de l'histoire est contrôlé. On ne nous autorise pas à faire de la poésie sur ces images, ni à en rire, ni à en faire une comédie, ni à en faire une sorte de pastiche, ni à les moquer d'ailleurs, ni à être libre vis-à-vis de ces images. Donc, je savais dès le début que les textes allaient décevoir ceux qui mènent une sorte de guerre fantasmée, imaginaire, avec la France ou contre la France, parce que ça surprend. Vous imaginez, vous arrivez dans ce musée et ce que vous en faites, c'est juste exprimer vos émotions. Vous n'avez pas ce droit-là. Mais vous voulez être autorisé, c'est intéressant, ça donne des très beaux textes. Il y a aussi un passage très intéressant, vous appelez l'entretien anachronique de Kamel Daoud par Daoud Kamel, qui s'intitule « Quand passent les cigognes ». Donc, pourquoi vous avez imaginé ce dialogue? En fait, c'est une sorte de manière de faire parler les deux voix intérieures qui cohabitent en vous? Alors, c'était le premier texte que j'ai écrit parce que j'avais besoin d'une sorte d'autothérapie. J'avais besoin de mettre de côté le Kamel Daoud conditionné par son histoire, par son pays. Donc, ce sont les deux qui cohabitent en moi, qui vivent en moi. Je ne peux pas me départir totalement de ce qu'on a fait de moi, mais en même temps, je voudrais être moi-même, je voudrais exprimer autre chose. Et à un moment, je me suis dit, sur les 4 textes longs, le premier, c'est celui d'une sorte de thérapie, et il est basé sur une idée que j'exprime vers la fin, c'est comment se libérer des libérateurs. Ouais. C'est comment avoir sa propre voix. Et donc, je voulais solder les comptes de cette dépendance dans le premier texte, et après m'occuper des cigognes au lieu de parler des martyrs. Ouais. C'est beau. D'ailleurs, vous écrivez au sujet des cigognes. Les cigognes sont encore mon meilleur souvenir d'enfance, pure apesanteur. Une partie de ma mémoire est sous leurs ailes. J'adore décrire le ciel. Les nuages sont des géants allongés sur le dos et qui dérivent. Quand je ferme les yeux durant les siestes, tous les bruits deviennent du braille. Mais mon désir est accessoire. Vous vous en fichez, n'est-ce pas? Donc, vous ramenez cette idée que votre souvenir, votre désir a presque pas de place à travers cet imaginaire, cette iconographie. Pas uniquement mon désir. Moi-même, je n'ai pas de place. Mon corps n'a pas de place. Vous savez, on n'a pas encore peut-être enquêté sur ce détournement de la vie qui s'opère dans les pays décolonisés. On les voit dans cette iconographie sublimée de la lutte pour la liberté, ce qui est très vrai.
Mais par la suite, les libérateurs sont devenus eux-mêmes des dictateurs, souvent. Mais même la mythologie des pays décolonisés est inversée. Vous savez, le vrai corps, le corps sublimé, le corps respecté n'est pas le mien, c'est le corps du mort. C'est le corps du mort tombé en champ d'honneur. Le nom respecté, ce n'est pas le mien, c'est le nom du héros tombé en champ de guerre. Et il y a une sorte d'inversement où, quand on arrive dans ce pays-là, quand on arrive au monde, dans un pays décolonisé, bien après la décolonisation, on vient au monde comme endetté, on est culpabilisé. Je l'ai senti quand j'étais enfant. J'ai senti qu'on me reprochait d'être né plus tard, de ne pas être mort, de ne m'être pas sacrifié. Et on vit, surtout ma génération, on a vécu avec cette sensation quasiment physique de ne pas mériter la vie et que ce pays n'est comme si nous étions endettés, comme si on me l'a répété quand j'étais enfant. Si tu as des chaussures, c'est parce qu'il y a des gens qui sont morts pour toi. Si tu as un plafond, de la lumière, une école, parce qu'il y a des gens qui sont morts pour toi. Et nous sommes endettés à l'enfance. Et nous sommes culpabilisés pour le corps, pour la beauté, pour la jouissance, le rire et la sexualité, l'érotisme. Tout cela c'est à peine toléré. Tout cela n'est pas le domaine des morts. Et c'est étrange. On a l'impression que nous avons fait quelque chose de pas bien, de malheureux, alors que nous n'étions même pas là. Mm-hmm. C'est intéressant. Et par rapport à ce corps du décolonisé, qui est intrus, qui est désincarné, qui est invisibilisé, si on peut dire ça, comment vous faites ou comment est-ce qu'on fait pour le réincarner? Est-ce que l'écriture, pour vous, est un moyen, justement? Absolument, absolument. Écrire, être lu, être publié m'a ramené une partie de mon corps. L'autre partie, c'est de revendiquer sa sexualité, d'aimer, d'être aimé et de revendiquer sa liberté immédiate. La liberté de vivre d'une certaine manière, d'aimer des choses qui sont interdites, entre guillemets, rire aussi, et écrire sur la sexualité, écrire sur le corps, et le revendiquer comme étant la principale fortune dont je peux me réclamer, c'est mon corps, ce n'est pas le récit national. Donc, autant de choses qui, à la fois, heurtent deux grands courants idéologiques dans nos pays. D'abord, les hypernationalistes, c'est-à-dire ceux qui parlent toujours de la décolonisation, et les religieux. Vous savez, on a l'impression d'être enfermé entre un au-delà religieux qui va venir après la mort et un en-deçà historique qui est venu avant la naissance. Et les deux vous réclament votre corps. Les religieux vous disent que vous allez bien vivre après votre mort et les historiques vous disent que vous auriez dû bien vivre si vous étiez né avant votre naissance. Et donc, il y a l'en-deçà, il y a l'au-delà. Et dans les pays décolonisés comme l'Algérie, on a ces deux religions qui vous prennent le temps sacré après la mort et avant la naissance. Et donc, vous êtes il faut reconquérir le présent, en fait, c'est ça. C'est ce qu'il y a de plus scandaleux dans les pays décolonisés. Le présent n'est jamais toléré. Le présent, c'est une traîtrise. Il n'y a pas un culte du présent dans nos pays. Et vous avez très bien trouvé cette formule parce que c'est ce qu'on me reproche à chaque fois en Algérie. Je suis un avocat du présent, je suis un adorateur du présent. Et le présent dans des pays qui ont le culte de l'histoire et de la mémoire, le présent, c'est du temps perdu, c'est du temps banal, alors que c'est vraiment le contraire. Mm-hmm. C'est cette hiérarchie-là qui me dérange le plus. Est-ce que vous croyez que ce culte du passé qu'on doit dépasser pour essayer de vivre plus dans le présent, que c'est généralisé aussi à notre époque en dehors de l'Algérie ou c'est vraiment propre plus à ces pays décolonisés? Je pense que c'est la structure même du populisme en règle générale, des fascismes, etc. Avant, c'était mieux, refaire de tel pays ce qu'il a été avant, etc. C'est une angoisse face au temps. Je ne suis pas spécialiste, mais ma définition du populisme politique, c'est une angoisse, et du fanatisme religieux, c'est une angoisse face au présent. Quand on n'arrive pas à assumer le présent, on va magnifier le passé. Dans les pays décolonisés, on a une séquence d'histoire qui le permet. Dans d'autres pays anglo-saxons, on essaie de revenir vers une image mythifiée qui n'existe même plus, une sorte de pureté du passé. Mais je pense que c'est la même séquence. Sauf que ce que vous appelez, vous, en Occident, populisme, nous, on le vit depuis l'indépendance. Ouais. Je vais lire un autre passage dans Son œil sous ma main. L'Algérie est un pays qui n'est pas vu, qui n'a pas d'image. On parle toujours de l'Algérie à travers 3 écrans. On a toujours l'image de l'immigration, des banlieues. On confond banlieue et Algérie.
On a aussi les images des archives, comme si l'Algérie était un produit dérivé du film de la bataille d'Alger. On a aussi les images des ruptures politiques. Mais l'Algérie de tous les jours, dans sa pluralité, dans sa quête du sens, de sa beauté, n'existe pas. C'est un pays fermé, difficile d'accès, il n'y a pas de tourisme, les visas sont quasiment impossibles. C'est vraiment un pays qui est organisé pour être dans une clandestinité permanente. Le regard de Raymond Depardon est libre, il n'est pas conditionné, il n'est pas venu avec une séquence d'actualité à illustrer. C'est aussi ce qui fait pour vous la beauté de ces photos, c'est elles dépassent ces écrans-là ou cette clandestinité pour montrer la complexité. Oui, vous savez, l'exotisme, tel qu'on le pratiquait il y a un siècle ou un siècle et demi, n'est plus de mise, il est démodé. C'est-à-dire, on ne va plus vers l'Afrique ardente, l'Orient lascive, etc. Mais j'ai remarqué que l'exotisme est resté en politique. C'est-à-dire, quand il s'agit du traitement politique dans nos pays, le seul domaine où il y a de l'exotisme, c'est justement ça. On croit que le peuple est victime, que les élites sont martyrs et que la dictature est mauvaise. Il y a une simplification, quasiment une réduction de la complexité politique dans nos pays et de nos réalités à un exotisme journalistique. Raymond, il débarque dans un pays où à la fois, il n'a pas de préjugés, il n'est pas missionné pour illustrer une idée, il a l'habitude de voyager, et donc de connaître un petit peu les cultures différentes et les espaces différents. Et il n'a pas cette culture parisienne de capitale. C'est un enfant de l'arrière-pays français. Et je crois que c'est quelqu'un qui est fasciné par les marges, par tout ce qui sort du cadre, par les corps, par ce qu'il m'a dit un jour, par l'arrière-pays, un peu partout. Et ça fait qu'on a l'impression que quand on regarde ces photos, que son regard bouge. Les premières photos, il fixe une silhouette. À la deuxième, on a l'impression qu'il commence à se déporter pour regarder qu'est-ce qu'il y a derrière. Et puis se déporter encore pour voir ce qui se cache derrière le virage. Et ça, c'est assez fascinant. Et ce n'est pas un homme qui porte une histoire, qui est venu vérifier une histoire collective. C'est un homme qui est venu vivre une histoire personnelle. On a l'impression que c'est un photographe de l'intime, autant que l'intime peut être public. Et il provoque beaucoup de sympathie chez les gens. En Algérie, il est très difficile de photographier dans la rue pour des raisons policières, mais aussi une culture de la clandestinité, je suppose, ou de la discrétion. Et lui, j'étais étonné au début, les gens s'offraient à lui, venaient se faire photographier, riaient. Ouais. Et c'est ça ce qui m'avait frappé. On ne photographie quasiment jamais un Algérien qui rit. Et lui, il a réussi à les faire sourire. Exactement, très exactement, et à faire sourire des femmes. Ouais. Ah, c'est l'art du photographe, le grand art du photographe, là. Ouais. Tout à fait, ouais. Tout à fait. Vous écrivez aussi la photo et du temps. Vous écrivez qu'avec la photo, on est un peu comme dans le temps de l'animal, dispensé de la mémoire et du songe, peut-être dans cet éternel présent. Et vous écrivez « Je suis un être de l'histoire, vécu, récité, répété ». En quoi le rapport du temps diffère entre l'écrivain et le photographe? L'écrivain a besoin de raconter les choses au passé composé, c'est-à-dire il les recompose, il a besoin qu'elles soient enfermées dans une unité de narration. Il y a un début et un épilogue vers la fin. L'écrivain a besoin que le temps soit consommé pour pouvoir le raconter. Il est très difficile, il est rare de raconter des romans au présent. Et même quand on le fait, c'est juste un artifice, ce n'est pas une réalité. Le photographe, il a cette chance-là de pratiquer deux choses paradoxales. D'abord, c'est un homme de l'instant, mais en même temps, c'est celui qui éternise le plus l'instant. Donc, il pratique de l'éternité. C'est la seule éternité que nous avons. C'est pour le moment celle des photographes. L'autre éternité, c'est celle supposée des religieux. Mais la réalité, ce sont les photographes qui sont les prophètes de notre temps et qui sont les prophètes du présent. C'est fascinant parce que les prophètes, ils vous parlent soit du passé, soit de l'avenir dans 1000 ans. Les photographes vous parlent de maintenant. C'est ce qui est fascinant aussi. Et ce qui attire le regard aussi. Ce sont des écrivains qui n'ont qu'un seul temps. C'est le présent. Ouais. Il y a aussi question des femmes. Je veux absolument lire ce passage. Vous écrivez au sujet de Depardon, les femmes à 16 ans semblaient déjà mûres, beauté insolente, incroyable, et marchaient en ignorant le reste du monde.
Il en parle encore aujourd'hui, 60 ans après, comme d'une lumière ancienne qui n'a connu aucun crépuscule. À côté d'une photo extraordinaire qui montre une jeune femme voilée des pieds à la tête, l'autre qui est en jupe, habillée de façon plus moderne, vous écrivez « Deux femmes, l'une d'elles est recherchée par les cailloux depuis les millénaires ». Dans ces textes, il y a encore une fois, comme dans tous vos écrits, un hommage aux femmes, une défense de leurs droits, une admiration aussi de leur audace, de leur courage. Quel rôle la femme algérienne a eu dans l'histoire et dans la culture algérienne et quel rôle a-t-elle aujourd'hui, selon vous? Je peux être, je dirais pas radical, mais être franc. Je pense que c'est vrai que la décolonisation a été une réussite technique. Je veux dire, nous avons dans ce pays-là, des gens sont morts pour que nous soyons libres. Mais au final, ce sont les hommes qui sont libres. Les femmes, pas encore. Les femmes n'ont pas été décolonisées. Elles subissent toujours. Il y a des choses qui ont changé pour elles. Mais au fond, elles sont toujours les colonisés de l'histoire. On peut relire Frantz Fanon au féminin maintenant et voir que ce qui a changé pour les décolonisés hommes n'a pas beaucoup changé pour les décolonisés femmes. Je ne dis pas ça en absolu parce qu'il y a des avancées, il y a des femmes qui travaillent, il y a des femmes qui essaient de s'imposer, mais les droits sont toujours précaires. Il suffit de rien, il suffit d'une crise politique, d'une sécheresse, d'un manque d'eau, de pluie pour qu'on accuse les femmes. Il suffit d'un séisme pour que le lendemain, vous entendiez les prêches des imams répéter que c'est à cause des femmes qui portent des jupes. Et donc, la femme, sa décolonisation n'est pas parfaite, elle est précaire, elle peut être remise en question et elle est encore asservie et elle ne bénéficie pas des mêmes droits. J'en parle beaucoup parce que ce n'est pas parce que je suis féministe au sens littéraire ou littéral du terme, c'est que il y a des années que j'ai compris que ma propre liberté ne pouvait pas être entière sans celle des femmes. Je me souviens un jour, j'étais très jeune, je suis parti dans une ville marocaine où j'ai vu des femmes sortir le soir et je me suis senti en sécurité. Et c'est là où j'ai compris que ce que j'avais écrit, que lorsque les femmes sont enfermées, les hommes sont prisonniers. On ne peut pas se sentir libre et être heureux, se sentir en sécurité dans une ville, dans un endroit sans femmes, où la femme n'a pas sa propre liberté. Donc, il s'agit vraiment d'une réflexion sur ma propre liberté, égoïstement, et qui m'a mené à croire et à penser que rien ne sera libre en moi, ni mon corps, ni ma sexualité, ni mon affection, si le seul être en face ne l'est pas. Ouais. C'est comme vivre dans une île déserte où vous vous dites c'est une très belle île, je vais bronzer, alors que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est enfermé. Ça ne peut pas être un bonheur, ça ne peut pas être un coin du paradis avec une cage. Ça ne fonctionne pas. Et donc, pour les décolonisations, je pense qu'on ne le dit pas maintenant, la décolonisation a été masculine. Elle a été si peu féminine. Donc, elle est incomplète, inachevée, tant que les femmes n'auront pas obtenu les mêmes droits. Et elle est même remise en question avec l'avancée des intégrismes religieux et des conservatismes. C'est encore des acquis qu'on perd. On ne va pas vers le mieux. On risque d'aller vers le pire. Ouais. Vous écrivez aussi, au sujet toujours du livre, « Je scrute un ancêtre, je suis dans son sang, il ne le sait pas, je voyage en lui, il voyagera en moi. » Est-ce que écrire sur ces photos vous a permis d'échanger, d'avoir une sorte de réconciliation, de faire la paix peut-être avec ces libérateurs? Faire la paix, non. Je ne suis pas en guerre, ce n'est pas mon métier. C'est juste que les clauses testamentaires sont plus claires dans ma tête. Ils ont le droit à beaucoup de choses, mais j'ai le droit à beaucoup de choses. Donc, je pense qu'un tel discours, bien qu'il soit tabou dans nos pays, même qu'il ne sied pas un petit peu aux idéologies décoloniales, je pense que c'est un droit de dire qu'on a droit à la vie. Je répète souvent en Algérie pour un petit peu désamorcer les adversités, parce que mon but, c'est de convaincre, pas d'avoir raison. Je dis souvent aux Algériens ici que ces gens-là sont morts pour que nous vivions, pas pour que nous soyons des morts comme eux. Ils sont morts pour qu'on puisse rire, boire du vin, danser, nager. C'est pour ça qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts pour que nous refassions la guerre à la France. Et comment les Algériens ont reçu ce livre, Son œil dans ma main? Comment ils ont reçu vos textes? C'est tout le drame, enfin toute la complexité que j'essaie de traduire. Si vous allez dans la presse, qui est généralement dans la tradition du décolonial et du tout est la faute de la France, de gauche ou même pro-régime,
c'est un livre qui ne les intéresse pas parce qu'il ne fait pas partie de la guerre imaginaire. D'accord? Mais en même temps, quand je vois les chiffres des visiteurs à Lima, nous avons atteint des pics de 2000 visiteurs par jour pour une expo. Moi, je suis le premier surpris. Je viens de rentrer d'une ville de l'intérieur du pays en Algérie. Et le livre qui coûte cher, parce que c'est un beau livre, je veux dire, et qui se vend mais vraiment très, très bien, c'est là où je sens un public jeune. C'est là où je sens peut-être qu'en France comme en Algérie, il y a une envie d'écouter l'histoire racontée autrement. Et que ce procès de culpabilisation, de culpabilité, de déni en France et en Algérie ne fonctionne plus. Je pense qu'il est maintenu artificiellement en vie par les élites médiatiques et politiques pour des raisons de rente, affectives ou académiques ou autres, mais que dans la réalité, on est dans une sorte d'épuisement. Que s'il y a une partie qui verse encore dans l'hystérie de sentiments anti-français, il y a une autre partie qui veut juste que l'histoire soit une histoire. Passons maintenant à Meursault contre-enquête, ce roman qui a eu tant de succès, qui était inspiré de L'étranger de Camus, qui est paru en 2013 aux éditions Barzac et chez Actes Sud en 2014. C'était votre entrée un peu dans le monde du roman. Vous imaginez la réponse à l'étranger par le frère de l'Arabe qui est tué par Meursault. Et le narrateur du roman, c'est donc Haroun, c'est ce frère. Qu'est-ce qui vous a poussé à imaginer cette histoire 70 ans après les faits? Est-ce que c'était l'idée de redonner une voix et un nom à cet Arabe invisible? Non, je ne pense pas qu'avoir une idée politique soit une bonne idée pour faire un roman. On peut en faire un essai. Et je ne pense même pas qu'avoir une idée, c'est une bonne chose pour un roman. Je pense qu'il faut avoir une émotion ou un dilemme, une contradiction intime. C'est ça ce qui fait un bon roman. Mais avoir une idée, non. Je ne sais pas, une amie écrivain qui me disait une citation de Tchekhov, je crois, mais je ne suis pas sûr, qui disait que nous n'écrivons pas ce que les gens pensent, mais comment ils le pensent et pourquoi. Et je crois que c'est ce qui fait un roman. Bien sûr, quand on est un décolonisé permanent, et quand on est algérien ou vu en France, il est très difficile de dire que je suis vivant et que j'ai envie d'écrire autour d'un roman que j'admire beaucoup. Il y a une surinterprétation politique inévitable, vraiment. Et il faut beaucoup de temps pour prouver son innocence politique. Et au début, j'ai écrit ce roman parce que j'en avais envie, parce que mon éditeur, j'avais d'abord publié une petite chronique, et mon éditeur, il m'a dit, c'est un bon concept, tu peux en faire un roman. Mais je pense que les idées qui nous poussent plutôt les raisons qui nous poussent à écrire des romans sont beaucoup plus profondes dans nos vies. Et que plus le temps passe, plus on creuse, plus on découvre que ce qui nous a motivés appartient à autre chose que sa propre conscience. Je n'ai pas lu L'étranger comme un Algérien politisé. Je l'ai lu comme un roman. D'ailleurs, je lis de la littérature pour échapper aux politiques, pas pour en faire. Et je lis la littérature parce qu'elle suspend ma nationalité, elle suspend mon jugement et ma culture et me permet autre chose. Et donc, c'est valable aussi pour l'écriture. Et s'ils avaient fait, je pense, un roman à partir d'une idée de réponse d'un Algérien à un roman désormais français, je pense que le roman n'aurait jamais été traduit en 39 langues pour le moment. Parce que je crois qu'il a touché autre chose et ça me surprend. Je n'ai pas eu cette idée au début. Alors, pourquoi j'ai écrit ce roman? Je peux vous dire parce que quand j'étais enfant, j'ai manqué de livres et que j'aime imaginer des suites aux livres. C'est ce que je faisais quand j'étais enfant. Quand je n'avais pas un livre, je lisais le titre et j'imaginais l'histoire. Je peux vous dire aussi que j'ai écrit ce roman pour des raisons personnelles. J'ai eu un frère qui est parti, qui est mort et j'étais un enfant. Et je pense que c'est quelque chose, je ne dirais pas que ça m'a marqué, mais je crois que ça m'a marqué au-delà de ma propre conscience. Donc, cette idée de frère disparu, elle est là. Mais je ne crois pas qu'on écrit avec des idées. Je dis souvent aux étudiants, je viens de finir un cours avec des étudiants pour l'écriture d'un roman. Je leur dis, on peut choisir une chambre, on peut choisir le lit, on peut choisir l'oreiller, on peut choisir son pyjama, mais on ne peut pas choisir son rêve. Donc, le rêve, ça dépend de vous, ça dépend de ce qui s'est passé durant la journée, mais aussi il y a 25 ans ou 30 ans ou 40 ans. Ça dépend de votre humeur, ça dépend du bruit du monde, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, pourquoi j'ai rêvé cette histoire? Je peux en parler pendant des heures.
parce qu'il y a 1000 raisons pour écrire un livre. Alors, au fur et à mesure du temps, on en découvre. Oui, souvent on dit aussi qu'il y a une question au départ, puis après, on finit avec une nouvelle question quand on écrit un livre qui pose Je des le questions. crois. Ouais. Je le crois parce que de toutes les manières, les questions sont toujours plus honnêtes que les réponses. Donc, Ouais. vaut mieux. Et à travers ce texte qui, oui, d'ailleurs, la complexité du projet de Meursault contre enquête, on peut en témoigner avec le nombre d'interprétations qu'il y a eu. Les gens ont une idée de ce que ça raconte, puis c'est pas toujours la même. Mais il y a quand même des passages où il est question de l'identité arabe. Donc, je vais lire juste un extrait ici. Arabe, je ne me suis jamais sentie arabe, tu sais. C'est comme la négritude qui n'existe que par le regard du blanc. Dans le quartier, dans notre monde, on était musulmans, on avait un prénom, un visage et des habitudes. Point. Eux étaient les étrangers, les roumis que Dieu avait fait venir pour nous mettre à l'épreuve, mais dont les heures étaient de toute façon comptées. Ils partiraient un jour ou l'autre, c'était certain. Plus loin, vous écrivez aussi, on se demande comment un homme peut perdre son prénom, puis sa vie, puis son propre cadavre en une seule journée. On ne tue pas un homme facilement quand il a un prénom. Alors, il y a quand même toute cette idée de l'identité individuelle qui a été bafouée, qui doit être reconquise dans cette histoire-là. Tout à fait, mais elle n'est pas uniquement arabe, entre guillemets. On peut relire Daniel Defoe. 50 ans après sa publication, on aurait eu cette lecture anglaise, entre guillemets, etc. Mais un siècle et demi, on a ce roman-là qui exprime autre chose. Je veux dire, il perd un peu les circonstances de sa naissance. Il perd la géographie de sa naissance, il acquiert autre chose. Il rebondit en nous. Effectivement, on est trop proche des décolonisations. Et il est tout à fait normal de lire ce roman-là à partir de ce qui nous pèse pour le moment. Mais imaginez, je ne prétends pas à cet honneur, imaginez ce roman lu dans 2 siècles, par exemple. Et peut-être que dans 2 siècles, on aura une autre question à poser à ce roman-là. Il y aura d'autres lecteurs et c'est différent. Je pense qu'un roman, une histoire en général, a 2 âges. Elle a l'âge du livre, de l'écriture et de l'écrivain, mais si elle se rapproche beaucoup de la mythologie, des grands mythes, elle devient autre chose, elle se transforme. Effectivement, je suis conscient de tout ça, mais je pense qu'un roman va au-delà de mes propres intentions. Oui, ouais, bien sûr. Mais il y a aussi question du meurtre, de la relation à l'autre, de la relation aux frères. L'autre est une mesure que l'on perd quand on tue. Vous écrivez, le crime compromet toujours l'amour et la possibilité d'aimer. Il y a beaucoup de réflexions sur la destruction par le meurtre. Tuer l'autre, c'est tuer l'amour. Ça brise plus qu'une vie, ça brise le sens de la vie. Effectivement, je veux dire, quand on est dans une culture religieuse où la sanction du crime, elle se fait par 2 choses, la loi ou la loi religieuse. C'est-à-dire, on ne tue pas parce que c'est interdit et on ne tue pas parce qu'on sera puni. Mais les 2 raisons n'apportent pas une justification réelle à l'interdiction de tuer. Il faut la chercher en soi. Et cette interdiction, elle revient au fait qu'à partir du moment où je tue, moi-même, je me tue. Je ne pourrai plus avoir de sens à ma vie. Je perds la mesure. L'autre, c'est notre mesure, c'est notre frontière, c'est notre limite, c'est notre vis-à-vis. Et tuer, c'est le faire disparaître, mais se faire disparaître soi-même. Ouais. C'est aussi un hommage à Camus, parce qu'il y a un moment donné, vous écrivez, c'est le génie de ton héros d'écrire le monde comme s'il mourait à tout instant, comme s'il devait choisir les mots avec l'économie de sa respiration. Qu'est-ce que vous admirez le plus chez Camus? Son style, son absolue honnêteté par rapport aux écrivains de sa génération et sa façon d'aimer la vie comme un désespéré, plutôt comme un mourant. Il n'était pas désespéré. Je pense que c'est quelqu'un qui était très méditerranéen et qui avait une vive conscience du présent, justement. Il faut lire ces textes comme dans L'été ou dans Noces. On a l'impression que cet homme-là s'est approché au plus près de quelque chose qui est encore brûlant. Il n'a pas conceptualisé, il a ressenti. Et j'aime chez cet homme ce culte du présent, vraiment. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y en a qui ont lu le livre comme une attaque à Camus, c'est des mauvais lecteurs, c'est des gens qui ont de mauvaises... Non, je pense que lire suppose une patience et une honnêteté. Et parfois, souvent, c'est une époque aussi d'accélération où on ne lit pas souvent. On lit ce qu'on a envie de lire.
et c'est une époque d'interprétation. Donc, oui, pour ceux qui font la guerre imaginaire en Algérie comme en France, ça ne pouvait être qu'une attaque contre Camus ou le contraire, donc une trahison de l'Algérie. Mais on n'est pas responsable des interprétations. Interpréter et lire sont deux choses différentes. Interpréter, c'est vouloir vérifier ce que l'on croit, alors que lire, c'est s'ouvrir à quelque chose d'inconnu. Et ce sont deux exercices totalement différents. Absolument. J'ai lu un autre extrait magnifique description de la naissance de l'amour dans Meursault contre enquête. Vous écrivez: j'allais connaître ce que la vigilance de Ma avait toujours réussi à neutraliser: l'incandescence, le désir, la rêverie, l'attente, l'affolement des sens. Dans les livres français d'autrefois, on appelait ça le tourment. Je ne saurais te décrire ces forces qui vous prennent le corps tandis que naît l'amour. Le mot chez moi est flou et imprécis. C'est un mille-pattes myope qui rampe sur le dos de quelque chose d'immense. Comme c'est beau, cette découverte de l'amour, on dirait que c'est la véritable révolution dans le roman, c'est cette découverte de la sensualité. Je crois, parce que cet homme-là, le narrateur, il a été dépossédé de son corps dès le début. Il a été obligé à tuer. Il n'a pas sa vie, il n'a pas son corps. Il a compris que le seul moyen de sortir de ce cercle d'enfermement, c'est aimer. Mais aimer, c'est terrible. La beauté est terrible. Et aimer, c'est parier, c'est aller vers l'inconnu. Et c'est quelque chose de difficile. On croit le faire, on croit avoir connu l'amour, mais s'il n'est pas une profonde et une terrifiante remise en question de soi-même et de ses frontières, on n'a pas encore aimé. C'est si vrai. On va passer maintenant à un autre de vos livres qui est paru en 2017, qui est celui du recueil de vos chroniques, qui s'intitule Mes indépendances, paru chez Barzac et Actes Sud en 2017. Alors, vous réunissez 82 chroniques qui sont parues en 2010-2016. Vous en avez signé près de 2000. C'est quand même un chiffre impressionnant, qui était d'abord destiné à un public algérien, mais qui ont été lus partout dans le monde entier après. Vous défendez dans vos chroniques depuis le début une pensée plurielle contre la pensée unique, qui est toute forme de dogmatisme. Peut-être j'aimerais juste parler du rythme avec lequel vous écriviez à l'époque, donc des fois, parfois, jusqu'à 5 textes par jour. Comment expliquez-vous cette urgence d'écrire ou ce rythme-là? Je sais que dans Zabor ou les psaumes, vous écrivez la vitesse de l'écriture et la condition à l'inspiration. Est-ce que c'est votre cas? Oui, toujours. J'écris très vite. J'écris très vite, mais en même temps, je conçois mes textes avant. Donc, alors peut-être que c'est lié à un moment où j'avais envie de dire les choses, d'écrire les choses. J'avais besoin de gagner d'argent, j'avais besoin de m'exprimer. Et puis, j'ai l'impression qu'en Algérie, il y a tellement de choses, dans le monde entier d'ailleurs, il y a tellement de choses à dire et à transformer en mots. Et ce que je disais à des étudiants, les gens me parlaient d'inspiration. Croyez-moi, depuis toujours, j'ai été étonné par les gens qui me disent qu'ils n'ont pas trouvé de sujet. Il y en a tellement dans le monde. Il suffit de rien. Il suffit de 2 ou 3 mots, d'une impression, d'une chaise, d'un bus, d'un transport en commun. Je m'étonne que l'on puisse avoir la crise de la page blanche. Jusqu'à maintenant, ça m'étonne. Peut-être c'est une crise de confiance de ce qu'on a à dire sur les choses. Non, peut-être, mais ce n'est pas une question de confiance. C'est juste que le vivre, c'est riche. C'est très riche. Même vivre mal, c'est très riche. Vivre, c'est impressionnant. C'est comme un courant. Et donc, écrire pour moi, ça fait partie de ce courant qui me traverse. Je ressens les choses et je les dis, c'est tout. Et à propos de votre double rôle d'écrivain et de chroniqueur journaliste, comment est-ce que vous les différenciez? Vous avez parlé des nationalités tout à l'heure. Pour vous, est-ce qu'écrire justement de la fiction, rentrer dans l'imaginaire, ça vous départit de la nationalité? Est-ce que ce serait la grande distinction? Ou... Non, je ne pense pas. Je fais un journalisme particulier. Je suis chroniqueur d'abord. Je ne suis pas reporter ou analyste, etc. Mais non, c'est juste une question d'altitude. C'est une question de... J'aime bien répéter à mes étudiants à l'époque, je leur disais, le roman, c'est un match avec 11 joueurs et la chronique, c'est un penalty avec un seul shoot. C'est à peu près ça. Je ne fais pas beaucoup de différence. On écrit à partir de la même sensibilité, mais l'expression est différente. Ouais. Et donc, dans ces journalismes, vous avez commencé, ces chroniques, vous avez commencé dans les années 90, on était en pleine guerre civile en Algérie, période intense, période de violence. Comment est-ce que vous avez vécu ça? Est-ce que vous étiez libre de parler de ce qui se passait? Est-ce que c'était quelque chose de difficile?
Quelque chose de difficile, oui, parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas raconter, qu'on ne peut pas transformer en mots parce qu'elles vous dépassent. Est-ce qu'il y avait des choses interdites? Je n'en étais pas conscient. J'écrivais ce que je pensais parce que je n'étais pas un militant politique au sens strict du terme. Et cette sorte d'indépendance, de singularité me donnait beaucoup de liberté. Je n'appartenais à aucun clan idéologique. Je n'étais pas dans l'opposition, je n'étais pas pro-régime, j'étais une subjectivité. Donc, je n'ai pas eu conscience des interdits. C'est ce qui me donna le courage de les transgresser, je crois. Mais la difficulté vient de l'indicible. Il y a des choses qui résistent aux mots, qu'on ne peut pas écrire. Ça, c'est une difficulté. Et vous dites que la chronique en Algérie est un art en soi. À partir des années 90, qu'elle avait quoi comme rôle? Quel genre d'espace elle occupait dans l'espace public? Chaque journal avait son propre chroniqueur, mais les chroniqueurs n'étaient pas des éditorialistes. Nous étions à l'époque, disons, de la jeune génération. On a tous commencé vers 20 ans, 18 ans. Et alors, d'un côté, c'était la naissance de la presse privée en Algérie, donc on avait beaucoup plus de liberté. D'un autre côté, ce n'était pas l'expression de la ligne éditoriale du journal, c'était une subjectivité, du dazibao à l'ancienne, de l'humour, du ludique, de beaucoup de choses. Et c'est toute une génération qui est née, qui a fait de la caricature, qui a fait de la chronique. Et puis, il fallait avoir assez de style et de souffle pour soutenir le rythme d'une chronique par jour au minimum sur 20 ans. Et pour ça, il faut avoir une sensibilité très, très, très féconde. J'imagine. Et votre signature à vous de libre penseur, vous parlez de vos indépendances. Comment est-ce que vous décririez vos indépendances? Encore aujourd'hui, au New York Times, vos chroniques, on les apprécie pour cette libre pensée-là. C'est quoi? C'est que vous vous décentralisez d'une sorte de... Non. Disons que je pars du principe de base que d'abord, ce qui importe, c'est ma vie. Pas au sens égoïste, mais parce que je suis vivant. Et ça me donne un droit à la vérité, un droit à la sincérité, même un droit à l'erreur. À partir de ce moment-là, je me dis que j'ai le droit de réfléchir à haute voix et je n'ai pas à me soumettre à la pensée d'autrui et que c'est quand même important d'être honnête et de réfléchir d'une manière honnête et d'éviter un petit peu les embrigadements, le décolonial, la culpabilisation, ce que maintenant en Amérique on appelle le wokisme, etc. C'est juste exprimer une singularité, c'est tout, exprimer une vie différente. J'estime que ma vie est importante, elle est singulière. La preuve, c'est que lorsque je vais mourir, il n'y aura que moi qui vais mourir, pas quelqu'un d'autre à ma place. Ouais. Ça me donne le droit de réfléchir à voix haute. Et de critiquer librement, vous vous donnez ce droit-là, ça vous a déjà aussi ça a fait réagir bien des gens. En 2016, vous avez fait cette fameuse chronique dans Le Monde en réaction aux agressions sexuelles qui étaient perpétrées au Nouvel An à Cologne, en Allemagne, dont seront accusés des immigrants qui étaient récemment arrivés au pays. Il y a un collectif d'intellectuels qui vous accusait d'alimenter l'islamophobie parce que vous écriviez que le sexe est la grande misère dans le monde d'Allah. Vous écriviez « Il faut offrir l'asile au corps, mais aussi convaincre l'âme de changer. L'autre vient de ce vaste univers douloureux et affreux que sont la misère sexuelle dans le monde arabo-musulman, le rapport malade à la femme, au corps et au désir. L'accueillir n'est pas le guérir. » Pourquoi vous croyez que cette critique a fait tant réagir? Parler contre l'islam, c'est devenu une hérésie? Oui. Réfléchir à l'islam est devenu une hérésie. Dénoncer la véritable islamophobie est devenue une hérésie. Enfin, la réflexion libre est devenue une hérésie. Bon, d'abord, du point de vue des gens qui m'ont attaqué à l'époque, c'est que j'étais une sorte de traître. Parce que, et ça, on me l'a reproché beaucoup dans le monde qu'on appelle arabe, ils m'ont dit, oui, tu as raison, mais il ne fallait pas l'écrire. Il y a une sorte d'omerta culturelle ou communautaire ou confessionnelle qui veut qu'on ne doit pas écrire certaines choses, même si on sait qu'elles sont vraies. Parce que les écrire, ça va donner des arguments à nos adversaires. Et la censure communautaire ou religieuse, elle est très puissante chez les intellectuels, y compris les intellectuels d'origine dite arabe et qui sont installés en Occident chez vous. Ouais. Et qui sont dans un rapport de culpabilisation d'autrui ou de rente sur le décolonial. Donc, quand j'arrive en disant « non, nous avons ce problème-là », non, on n'en parle pas. Parce que le seul problème noble, c'est la colonisation et la décolonisation. Et dire que nous vivons une misère sexuelle, non, il ne faut pas le dire. La deuxième des choses, c'est que la machine de culpabilisation de l'Occident, elle est très puissante. Vous êtes les mauvais parce que vous êtes blancs, parce que vous avez colonisé, parce que vous nous avez tués, parce que vous détestez l'islam. Ça permet à la fois de paralyser toute possible réflexion autonome en Occident
mais en même temps de renflouer les sympathies des islamistes, ici des conservateurs. Et rien de mieux que de refaire la guerre pour gonfler ses rangs. Et donc, quand j'arrive, moi, qui suis quelqu'un qui n'appartient pas à ces chapelles-là, en disant que nous avons un problème de corps, nous avons un problème de sexualité, nous avons un problème de religion, là, je suis le dissident absolu. Ils ne peuvent pas accepter ça. Et donc, la réaction a été d'une virulence incroyable. Mais souvent, par exemple, je prends juste un détail en répétant ça à beaucoup d'auditeurs, je leur dis, mais le papier de Cologny, l'article de Cologny, pardon, il ne m'a jamais été reproché par des femmes. Ah, intéressant. Oui, il m'a toujours été reproché par des hommes. Souvent, c'est parce qu'il y avait une vérité trop grande, mais qu'on cache. C'est pour ça que ça a fait réagir. Dans quelques années, ça sera quelque chose de banal. Mais à cette époque-là, peut-être, c'était quelque chose qui ne correspondait pas au casting intellectuel des deux rives. Et dans une autre de vos chroniques, qui est dans le livre Mes indépendances, qui s'intitule « Ni m'exiler, ni me prosterner », vous écrivez « Peut-on sortir de la névrose algéro-française? Je rêve de la libération du verbe et du rêve algérien, d'une profonde confiance en soi, de la possibilité de regarder la mer comme un seuil et pas comme une porte fermée. Je rêve de désirer le monde, pas une guerre, une vengeance ou un mur ou un enfermement ou un effondrement ou une conversion en ablution. Je rêve d'un pays dont le présent sera plus imposant que la mémoire. Je veux être un écrivain japonais, mais en étant en même temps un Algérien sûr de soi et des siens. Difficile à faire comprendre cette nuance irréductible qu'est le rêve de ma libération. Je veux juste vivre ma terre. » Donc, vous vantez une libération qui passe par une redéfinition aussi de l'identité, qui serait libérée des cases dans lesquelles on veut les... Non, une identité qui serait libérée aussi des dépendances. Parce que ce qui est extraordinaire, c'est que dans nos pays, par exemple en Algérie, on prête une attention absolument maladive à ce qui se dit en France. C'est-à-dire, moi j'appelle ça la dépendance affective. C'est-à-dire, on n'est pas encore arrivé à une indépendance réelle, à imaginer une sorte de souveraineté, une plénitude de soi qui fait que l'autre peut dire ou faire ce qu'il veut. Cela ne m'emporte pas, ou cela ne peut m'importer qu'à partir du moment où cela va m'aider et m'augmenter. Mais vous prenez les réactions médiatiques en Algérie, il suffit que la France dise quelque chose, et là, vous avez toutes les familles politiques qui sont d'accord. Et j'ai dit ça dans une émission télé il y a un mois, et ça m'a été reproché. J'ai dit, mais au final, c'est la France qui nous réunit, c'est l'Algérie qui nous sépare. En Algérie, à chaque fois que le président français fait une déclaration, nous avons quasiment le même communiqué signé par les islamistes, les identitaires, les suprématistes, les gens de gauche, les gens de droite, etc. Ils sont tous d'accord. Et moi, ça m'interpelle, cette dépendance affective, cette incapacité à se concevoir dans son autonomie. Ouais. Vous parlez aussi de la nostalgie en Algérie dans une chronique, du regret de cette époque où la France et l'Algérie étaient dans le bilatéral pur et dur, en chien de faïence. Il y avait quelque chose de presque réconfortant dans cette confrontation directe, bilatérale et simple à l'époque. Oui, mais parce que la présence d'un ennemi vous dispense de vous-même. Mais son absence vous renvoie à vous-même. C'est pour ça que l'ennemi, quand il est absent, il est investi de beaucoup de fantasmes. C'est dans les pays où les Juifs n'existent pas qu'ils sont accusés le plus d'avoir fait quelque chose, d'avoir possédé le monde, enfin toute la culture judéophobe. Parce que l'absence de l'autre vous impose un regard sur soi. Et si vous n'êtes pas capable de ce regard sur soi, vous allez fantasmer la présence de l'autre et son absence. Vous allez la remplir de vos fantasmes. C'est bien dit. Vous avez aussi une chronique qui est dédiée en 2015 au décès d'Assia Djebar, l'écrivaine franco-algérienne, qui a laissé peu de traces dans les manuels scolaires, comme beaucoup d'écrivains algériens, vous dites. Vous posez la question, à quoi sert un écrivain dans un pays comme l'Algérie où la fiction n'est pas tolérée, où l'imaginaire n'est pas un droit, mais le diable? Donc, vous vous battez aussi pour donner de la place aux écrivains, à la littérature. C'est pas une évidence en Algérie? Non, l'imaginaire n'est pas une évidence. Nous sommes un pays tétanisé encore par la guerre, par la mobilisation, par le décolonial. Donc l'imaginaire, c'est... Le mot en arabe, il est très significatif. Le mot imaginaire s'appelle khayal, l'ombre. C'est quelque chose de futile, ce n'est pas quelque chose de réel. Donc l'imaginaire n'est pas réel au sens ontologique du terme. C'est quelque chose de secondaire, c'est quelque chose de futile, c'est de l'ombre. Et c'est quand même un indice sur la réflexion et sur la hiérarchie des imaginaires chez nous.
c'est assez fascinant. Ouais. Il y a aussi, j'imagine, une confrontation entre la fiction et les textes sacrés. C'est deux types de récits qui s'opposent complètement. Je suppose, je ne sais pas. J'ai toujours eu l'impression que tout est fiction et ça dépend des moyens qu'on a. Si on a des armes et une armée comme Staline, eh ben, la fiction stalinienne devient réelle. Si on a les moyens de menacer et de tuer, la fiction religieuse devient réelle. Tout est fiction au fond. Nous ne pouvons pas échapper à la fiction. Et la fiction dépend des moyens qu'on a. J'aime bien la définition, je crois, c'est de Benveniste qui disait un dialecte, c'est une langue avec une armée. Une langue, c'est un dialecte, pardon. Une langue, c'est un dialecte avec une armée. Oui. Et je crois que autant que la vision religieuse que la vision politique, c'est juste une vision avec des moyens. Ce n'est pas autre chose. Ouais. Il est question aussi dans vos chroniques de l'espoir suscité par les révolutions arabes initiées en 90. Il y a une chronique qui s'intitule « La possibilité d'une Tunisie », parue en 2015. Vous parlez de la révolution tunisienne qui vous fait un peu sourire. Vous écrivez « Car le désenchantement chez nous dure depuis 53 ans ». Vous dites que la Tunisie est la possibilité d'une île, l'Algérie est un continent perdu. Quel constat vous feriez aujourd'hui des révolutions, la révolution tunisienne, des révolutions arabes, finalement? Je pense que c'est... je n'aime pas cette culture du happy end. C'est-à-dire, c'est très mainstream. Il faut qu'il y ait une révolution, chute d'un dictateur et l'installation de la démocratie. Non. Avant ces soulèvements, nous étions hors de l'histoire. Maintenant, nous sommes dans l'histoire. Et l'histoire n'est pas bonne ou mauvaise, méchante ou pas, heureuse ou sanguinaire. L'histoire est l'histoire. Elle se décline différemment. Une révolution en France, ça a impacté la monarchie en Espagne, ça a impacté la Hollande, ça a impacté beaucoup d'autres pays, mais ça s'est décliné d'une manière différente. Nous sommes maintenant dans l'histoire et l'histoire coûte. Elle coûte en temps, elle coûte en vie, elle coûte en beaucoup de choses. Vous imaginez pas l'immobilisme que nous avions vécu avant. Comment moi-même je le ressens. C'était le même jour, avec le même dictateur, qui avait le même ministre de l'Intérieur, qui lui avait son fils, qui tenait les mêmes segments d'économie. Et nous avions les mêmes opposants qui faisaient face aux mêmes injustices, avec les mêmes constitutions, et nous connaissions même les résultats des mêmes élections. Et puis d'un coup, tout est cassé. Alors, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? C'est la vie. Ouais. C'est une avancée juste pour ça, parce que c'est la vie. Bien sûr. Ouais. Passons maintenant à votre roman Zabor ou les psaumes, parce que le temps file et j'aimerais vraiment qu'on en parle. Donc, c'est un roman que vous avez publié en 2017 chez Barzac et Actes Sud. Formidable histoire d'un garçon, Zabor, qui trouve son salut dans la lecture, puis ensuite l'écriture, et qui repousse la mort en écrivant. Il a 3 jours pour écrire la vie de la personne qui est mourante pour le sauver. Il est orphelin de mère, il grandit à l'écart dans un village avec son grand-père, sa tante Hadjer. Son père le ramène à lui parce qu'il va mourir. Et là, c'est la question de est-ce qu'il va le sauver, cette personne qui n'a pas su l'aimer. Il a ce don de conjurer la mort par l'écriture. Vous écrivez « Écrire est la seule ruse efficace contre la mort. Les gens ont essayé la prière, les médicaments, la magie, les versets en boucle ou l'immobilité, mais je pense être le seul à avoir trouvé la solution, écrire. » C'est un peu une parabole qui rejoint vos convictions profondes, là, celle de l'écriture comme principe de liberté, mais aussi de moyen de conjurer la mort, symboliquement. Je ne pense pas que ce soit uniquement une parabole, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'a laissé Homère ou d'autres? Ce sont des écrits, enfin des écrits, des histoires, des récits. Je pense que c'est ce que nous avons. Même les prophètes, avec toutes leurs prétentions, ils ont écrit des livres à la fin ou fait écrire des livres. Donc, j'ai un ami qui disait cette phrase très iconoclaste, qui disait « Une religion, c'est juste un livre qui a bien marché ». Et peut-être que au fond, c'est ça. Peut-être que c'est la seule technique que nous avons trouvée. Je répète souvent quand on m'interroge sur ce roman que je leur dis « Écoutez, quand on est très puissant, on écrit son nom partout dans le pays. Et quand on est amoureux, on écrit son nom sur les troncs d'arbres, sur les tables dans les écoles, etc. Écrire, c'est pérenniser, c'est donner un peu d'éternité, c'est échapper un petit peu à la finitude. Ouais. Et Zabor, lui, il va s'essayer à la religion, puis ça ne sera pas suffisant. C'est comme, finalement, la fiction, l'écriture, pour lui, répond à ses besoins. C'est quoi ce cheminement-là? Cheminement classique du monde dans nos pays, c'est-à-dire on passe
des récits de ses ancêtres aux récits de la religion. Et à partir de ce moment-là, on fait son choix. Soit on va vers la littérature et les livres qui nous font découvrir l'autre, soit on s'enferme dans les récits de ses ancêtres ou les récits des religieux. C'est un cheminement très classique. Je ne pense pas qu'il soit uniquement dans nos terres, mais un peu partout. Ouais. Ce Zabor, quand même, son histoire vous rejoint quand même à certains égards. Vous avez été, vous aussi, un enfant qui avait été nourri par la littérature, mais si vous avez lu les livres, vous avez appris le français en lisant les livres. Tout à fait. Mais ça m'a aidé, ça m'a fait voyager, ça m'a raconté le monde autrement, ça m'a donné la preuve que le monde est très vaste. Donc, je pense que c'est la grande aventure de ma vie, c'est d'avoir été lecteur avant toute chose. C'est ce qui a changé ma vie jusqu'à maintenant. Ouais. Il y a quelque chose aussi de très beau dans la description du rituel de Zabor pour sauver un mourant. Vous écrivez « Dérouler les mots, réinsuffler le liquide du cerveau par les narines, les humeurs, les fluides qui unissent le sang et les nourritures, restituer toute l'eau puis les organes un à un comme des pierres d'angle, puis laver le corps pour le retirer d'une île invisible et lui rendre son prénom, son souffle, son battement, la veine sombre qui introduit le rythme dans l'immobile. Tout un processus, rien qu'avec des mots, une longue histoire s'imbriquant dans une autre et ainsi de suite jusqu'au réveil final, le sourire reconnaissant. » Il y a quelque chose de charnel, vraiment de sensuel dans l'écriture. Est-ce que c'est lié au corps pour vous écrire? Très. Et en même temps, ce que j'ai décrit là, c'est le process de la momification, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire, c'est exactement comme ça qu'on momifiait les corps à l'époque. Et là, c'est le sens inverse, c'est démomifier le corps. Moi, j'écris avec tout mon corps, vraiment physiquement. J'écris de manière très intense, très, très prononcée. C'est quelque chose de vital pour moi, c'est quelque chose de physique. Il y a une très belle métaphore de l'écriture chez l'écrivain japonais Murakami sur le jogger, vous savez, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Oui, il fait un lien avec l'expérience physique et l'écriture, ouais. Vous écrivez aussi, par rapport à la religion, pourquoi Dieu avait-il besoin de ma foi pour croire en lui-même? Et quel était ce commerce qui exigeait la défaite de mon corps en échange du paradis? Jaloux de mon argile, incapable de manger sans passer par ma bouche, il avait inventé le paradis en oubliant qu'il n'avait pas de corps pour en goûter le fruit, alors il pensait me redemander le mien. Quelle belle description de cette absurde condition du corps dans les religions. Peut-être, moi je crois à la hiérarchie du corps avant le reste. C'est Nietzsche qui disait, je crois que cette très belle métaphore, il disait que, à propos de l'âme, il disait, il y a certaines âmes qui nous font croire que l'âme existe vraiment. Parce que pour certains corps, ce n'est pas le corps qui enveloppe l'âme, c'est l'âme qui enveloppe le corps. Je trouve cette formule très, très belle. Je crois que, en termes de hiérarchie, je place le corps et puis l'âme, qui viendra après. Oui, en tout cas, ce roman est très... est un bel éloge de la place du corps, même si c'est un livre sur l'écriture, je trouve que le lien est très intéressant. Venons-en peut-être aussi à ce récit, Le peintre dévorant la femme, que vous avez fait paraître chez Stock et Barzac en 2018, suite à une visite nocturne dans le musée Picasso à Paris en 2017, l'exposition Picasso 1932, année érotique. Donc, il était question de la relation de Picasso. En fait, c'est des peintures de sa maîtresse, Marie-Thérèse Walter, en 1932. C'est intéressant parce que c'est vraiment dans ce texte, très beau texte, la rencontre de deux cultures, de deux mondes réellement. Là. Vous venez d'une culture où l'image est tabou et là, Picasso, lui, l'érotisme est totalement vécu à travers la peinture. C'est vraiment un choc de culture. Tout à fait. Vous savez, vous venez dans ce que j'appelle moi le monde qu'on dit arabe et le rapport est inversé. Le rapport à la mémoire est inversé, le rapport au passé est inversé. C'est fascinant de se retrouver d'abord dans un musée. C'est quoi un musée? C'est l'expression de la contradiction essentielle de l'Occident. Protéger et voler. Et on ne peut protéger qu'en volant, qu'en étant dans la prédation des cultures des autres pour pouvoir les préserver de l'effacement. Donc, c'est déjà un lieu de la nécessité et de quelque chose d'immoral. En même temps, faire face à des corps nus de la femme, le peintre, la représentation. Je viens d'une culture qui ne représente pas le corps.
c'est déjà un scandale, un double sujet de réflexion pour moi. Être dans un musée, réfléchir sur la peinture, et en même temps réfléchir sur la sensualité et le corps. Je n'ai pas choisi ce moment-là. Franchement, c'était un hasard de calendrier. J'étais sur Paris, donc mon éditrice il me disait, mais là, il y a l'expo Picasso, est-ce que tu peux y aller? Et j'avais juste cette fenêtre-là et je suis parti. Donc, ce n'était pas un choix politique et idéologique, mais réellement un hasard. Ouais. Et très bien fait. Et c'était une occasion d'être confronté à ça, à ce qui, chez vous, paraît comme quelque chose de naturel, l'accès et la représentation du corps. Ouais. Vous imaginez, quand j'étais gamin, j'allais aux mosquées. Les mosquées sont vides parce qu'elles incarnent ce qu'on ne peut pas représenter. Quand je suis devenu adulte, je visitais les églises et j'étais écrasé par l'iconographie des églises. Et c'est l'inverse, véritablement l'inverse. Mais ce qui est intéressant, en tout cas pour moi, c'est qui a toujours vu les peintures de Picasso depuis que je suis toute petite, c'est que j'ai l'impression de les revoir tout à coup à nouveau à travers votre œil et votre regard. C'était comme de découvrir Picasso une nouvelle fois. Vous parlez de cette nudité comme d'un autoportrait presque, parce que Picasso est présent dans la peinture de cette nudité. Exactement. C'était le but d'ailleurs de mon éditrice, c'est d'avoir un regard qui ne soit pas un regard spécialisé. Mais effectivement, j'ai l'impression, c'est mon interprétation, que tout ce qu'a fait Picasso, c'est de l'autoportrait. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'ailleurs, il n'a fait qu'un seul portrait de lui-même, si je ne me trompe pas. Et il n'a jamais fait de portrait de femme de face. Jamais, quasiment. C'est ça. Alors, c'est lui qui regarde ou qui possède ou qui veut dévorer cette femme. Il y a quelque chose de plus narcissique là, dans ce... Exactement, oui, ouais. Tout à fait, tout à fait. Je partage cette idée avec vous. Ouais, je vais juste lire un petit extrait. Vous écrivez « Marie-Thérèse Walter, la femme aux 1000 corps de Picasso est aussi mon histoire jamais vécue, attendue. Je n'ai vu une femme entièrement nue que vers mes 25 ans. Avant, elle était une histoire éparse. Un téton brun à 14 ans, une cuisse en été lors du retour d'une cousine émigrée en France, la croupe d'une femme dans une publicité diffusée sur une télé espagnole quand on a réussi à capter ses chaînes durant mon adolescence, des lèvres luisantes sur la couverture d'un livre quand j'avais 9 ans. L'obsession de la virginité interdisait l'accès à l'entrecuisse des jeunes filles embrassées. On vivait le sexe comme un monde invisible et pesant, loi de la gravité première, trou noir qui courbe tout, y compris les mots quand on s'en approche un peu trop. Alors la femme n'a été qu'un demi-corps pendant longtemps, à l'université, une poitrine, une sorte de centaure posée sur un socle de tissu. Alors évidemment, c'est une tristesse d'invisibiliser le corps comme ça de la femme, mais j'aurais envie de poser la question, est-ce que vous croyez qu'il y a peut-être un excès inverse dans notre culture occidentale de sur-représenter le corps nu ou dans le banaliser peut-être même? Je suis d'accord. J'avais écrit dans un texte dans Le Point, je pense, où je disais qu'il y a certains qui veulent voiler le corps de la femme et d'autres qui veulent voiler la femme avec son corps. Et on est dans les deux. On est dans les deux. Je suis d'accord avec vous. C'est pas un excès, c'est une impasse aussi. Oui. La femme n'est pas qu'un corps. Et la femme n'est pas à cacher, ni à exhiber. Elle est à vivre avec, à côté d'elle, à y voir le seul miroir que nous avons en face de nous, à s'identifier, à aimer. Mais elle n'est pas une chose, et elle n'est pas une chose à cacher. Ouais. Vous écrivez que Picasso a réinventé le nu, c'est un peu ce que vous avez découvert cette nuit-là. Comment il a réinventé la façon de peindre le nu? J'avais l'impression que le corps nu faisait partie de ce que la tradition des peintres appelle la nature morte. C'est-à-dire la femme ou l'homme sont assis, mais il y a une distance. Et d'un coup, avec Picasso, je vois quelqu'un qui dessine le corps non pas à distance, mais dans l'étreinte. Vous savez, quand vous embrassez quelqu'un, vous ne voyez pas la totalité de son visage, vous avez la moitié, juste la bouche. Ouais. J'ai eu cette intuition que Picasso, je le dis dans ce livre, il peint le corps dans l'étreinte, sans la distance. Il y a une différence entre peindre une pomme et peindre le goût ou le moment où on mord. Et c'est vice-versa dans les deux sens. Si Picasso était une femme, vous l'imaginez en train de peindre l'homme, mais pas avec de la distance. Juste dans le moment de l'étreinte, de la possession mutuelle, de la dévoration mutuelle. Mm-hmm. Ouais, intéressant.
Il y a aussi dans le livre la question de l'art. Est-ce que ça peut guérir un homme de la violence? Est-ce que vous y croyez à ça? Absolument. Je pense qu'une des sources de la violence, c'est la misère culturelle, dont fait partie surtout la misère sexuelle. Je pense que l'art guérit, parce que l'art restitue la différence, restitue l'altérité, la pluralité du monde. Le contraire de l'art, c'est la vérité. La vérité immobilise le monde. Il n'y a plus de questions, d'interrogations, de doutes, de scepticisme, de méfiance. Il n'y a plus rien. Il n'y a pas d'ombre. Il n'y a que de la lumière et elle est aveuglante. Mais le contraire de la vérité, c'est l'art. C'est ce qui nous permet d'être ce que nous sommes, dans notre fragilité aussi, dans ce côté précaire et inachevé, mais le monde est vide, il n'y a que nous. Et nous le peuplons comme nous pouvons. Sur ces belles paroles, Kamel Daoud, je vais vous remercier de cet entretien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, cher public, aussi de nous avoir suivis, d'être au rendez-vous. Je rappelle que cette activité a lieu dans le cadre du Festival littéraire international Métropolis Bleu de Montréal. Pour plus de détails, vous pouvez aller visiter la programmation sur www.metropolisbleu.org. Je vous invite à poursuivre la réflexion en lisant les ouvrages de Kamel Daoud, dont le plus récent, Son œil dans ma main, Algérie 1961-2019, paru chez Barzac, Images plurielles. Merci, Monsieur Daoud. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.